Bonjour à tous, merci d'être à l'écoute de Radio Courtoisie. Votre fidélité nous motive et nous oblige. Soyez-en sincèrement remerciés. Que s'est-il passé dans la longue suite des 29 novembre depuis la nuit des temps? Bien des choses, bien des faits. Notons quand même, par exemple, que le 29 novembre 1921, Howard Carter et Lord Carnarvon découvraient le tombeau de Toutankhamon après la malédiction supposée qui a fait mourir Carnarvon. Peu de temps après a duré et le mythe perdure encore. 3 ans plus tard, le 29 novembre 1924, mourait Giacomo Puccini. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment la musique classique. Vous êtes Puccini, bien sûr, la Tosca, la Bohème, Madame Butterfly, etc., etc. Et puis, moins léger, le 29 novembre 1947, on votait à l'ONU la résolution 181 qui prévoyait la partition de la Palestine sous mandat britannique à l'époque avec entité juive, entité palestinienne et Jérusalem, statut spécial. C'était il y a donc 78 ans, un drame sans fin. C'est donc le 5e rendez-vous avec les neiges du Kilimandjaro, titre étrange, j'en conviens volontiers, je me dois de vous l'expliquer, voici pourquoi. Le Kilimandjaro, que les neiges revêtent d'un blanc manteau, est un volcan haut de 5893 mètres. On prétend que c'est la plus haute montagne de l'Afrique. Sur le flanc ouest, près du sommet, se trouve la carcasse congelée et desséchée d'un léopard. Personne n'a su expliquer ce que le léopard cherchait à cette altitude. C'est donc le 5e rendez-vous, disais-je à l'instant, avec les neiges du Kilimandjaro. La phrase que vous avez entendue là à l'instant, elle est en exergue de la nouvelle d'Hemingway, du même titre, et ça donnait un film avec Ava Gardner et Gregory Peck. Cette phrase, depuis toujours, me fascine, m'intrigue. En effet, quels sont nos moteurs? Qu'est-ce qui nous pousse, comme le léopard, à aller plus loin et plus haut? Cette question, j'aime la poser au début de l'émission à nos invités. Aujourd'hui, Éric Nolot, écrivain, essayiste, présentateur de radio, télévision, etc., etc. Éric Nolot, quels sont vos neiges du Kilimandjaro, les sommets que vous aimeriez atteindre métaphoriquement ou physiquement d'ailleurs? La tranquillité d'esprit, la sérénité, c'est-à-dire d'accepter ce que je suis au plus profond de moi. Quelqu'un qui n'est jamais plus heureux que dans un fauteuil de lecture, un livre à la main et un chat sur les genoux. Mais la vie contrarie cet idéal et moi-même, je ne suis pas à la hauteur de cet idéal encore. Je m'agite. Vous en êtes loin parce que vous êtes partout. On vous je voit ne vous débattre. le fais pas dire, c'est un échec. On commence par évoquer mon plus grave échec. Cette émission commence mal. Il n'est pas trop tard pour rectifier ça. Nous aurons aussi en direct tout à l'heure Arthur Vichot, un jeune navigateur. Lui, vraiment, se dépasse. La Mini Transat, vous connaissez, sur des bateaux de 6 mètres sans aucune assistante. C'est incroyable. On l'a eu il y a quelques semaines et il est maintenant arrivé, et on l'aura en duplex tout à l'heure, pour qu'il nous évoque cette traversée, heureusement terminée pour lui. Alors la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui, c'est ce livre, cet essai, je ne sais comment l'appeler, cette charge, on peut dire. Un pamphlet. Oui, un pamphlet, à minima. La République, c'est lui, Éric Nolot, et parle bien sûr de Jean-Luc Mélenchon. Qui est d'ailleurs Mélenchon et au fond, pourquoi une telle charge? Sur le principe, pourquoi charger quelqu'un à ce point-là? Alors, qui est Mélenchon? Vous devriez poser la question à l'intéressé, parce qu'il y a eu plusieurs Mélenchons. On a connu le Mélenchon laïcard, maastrichtien, vous savez, il avait dit « Ceux qui ne votent pas pour Maastricht n'ont rien compris au sens de l'histoire ». Et puis, on retrouve quelques années plus tard, alors le laïcard est bien loin, il est converti à l'islamo-gauchisme, et le maastrichtien est également bien loin. C'est un nouveau révolutionnaire qui vous promet une France nouvelle, comme tous les révolutionnaires, un homme nouveau, comme tous les révolutionnaires. Donc, posez-lui la question, cette métamorphose qui ne s'est pas déroulée sur l'espace d'un siècle, mais en l'espace de quelques années, est quand même troublante, et j'étais aux premières loges pour y assister, puisqu'il a été l'invité d'émissions auxquelles plutôt je participais. En face de moi, j'ai eu les deux Mélenchon, le Dr Jekyll et Mr Hyde. N'oublions pas quand même que l'homme est licencié en philosophie, qu'il a un CAPES de lettres modernes, donc c'est tout sauf un exalté illettré, loin de là. Non, mais comme souvent les révolutionnaires, vous savez, mais seulement ce sont des hommes de culture, encore que j'ai des réserves s'agissant de Mélenchon sur cette expression, mais c'est des hommes de culture qui veulent faire table rase de la culture française pour les premiers, tout ce qui a existé avant est vicié, tout ça est marqué par le sceau du patriarcat, de la bourgeoisie, tout ce que vous voulez, vraiment des idées les plus rétrogrades. Il faut tout changer. Donc ils veulent brûler ce qu'ils ont adoré. Je crois que c'est une bonne définition de M. Mélenchon. En effet, comme Staline qui effaçait sur les photos, vous savez, les gens qui étaient en trou, qui étaient plus en état de sainteté, voire même qui avaient disparu physiquement. Ben oui, bien sûr, mais c'est un peu ça, sauf que dans le cas qui nous occupe, M. Mélenchon s'est effacé lui-même. Sur la photo social-démocrate, c'était un brave apparatchik qui n'avait pas fait une grande carrière, qui a été ministre délégué, c'est tout. Sénateur, non, une carrière d'apparatchik, c'est ce que je vous dis, très honorable, mais enfin pas glorieuse non plus. Puis un jour, il a dit, faut que ça change. Il s'est souvenu de Jules César qui disait,
Je préfère être le premier dans mon village que le deuxième à Rome. Et M. Mélenchon a préféré être le premier à LFI que le 30e à Solferino. Voilà toute l'explication de la métamorphose. Vous ne m'en voudrez pas d'être un peu l'avocat du diable, parce que... Ça vous va bien. Merci infiniment. Quelle partie ? La première ou la deuxième partie de la phrase ? Je suis un peu gêné dans l'absolu qu'on se consacre à charger quelqu'un qui a des torts, mais qui n'est pas là, et on n'a pas eu le temps de s'occuper de quelqu'un qui viendrait prendre en fait et cause pour lui. Donc parfois, si vous m'y autorisez, je ferai un peu l'avocat du diable. Bien sûr, mais vous savez, le problème n'est pas de mon côté. Monsieur Mélenchon, pour participer à des émissions de télévision, pose une seule condition, c'est que je sois exclu du plateau. C'est pas moi qui refuse le débat, c'est pas moi qui refuse la démocratie et l'échange d'idées qui est à la base de la démocratie, c'est Monsieur Mélenchon. Donc n'ayez pas trop de scrupules, allez en paix, mon frère. Merci infiniment, que le salut, vous saluez sur moi, on en reparlera plus tard. Je voudrais qu'on écoute la séquence mère, si j'ose dire, de votre livre, et d'où vient ce titre, La République, c'est lui. On est en octobre 18 dans les locaux de la France Insoumise, il y a une perquisition et ça tourne assez mal. Au nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local? Au nom de quoi? Qui vous a donné cet ordre? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Ne me touchez pas. C'est vous qui me touchez. Non, je ne vous touche pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous ou des bandits à aller faire votre métier de policier. La République, c'est moi. C'est moi qui suis parlementaire. Poussez-vous de là, ouvrez-moi cette porte. Mais après tout, pourquoi pas? Au fond, qu'est-ce qu'il y a de si choquant, d'après vous? Dans quelle attitude? La sienne. Vous en prendre à des policiers, c'est pas choquant? Vous en prendre à des magistrats, c'est pas choquant? Si, c'est vrai qu'à un moment, il pousse physiquement le procureur, en plus, un peu plus loin. Et les policiers? C'est vrai. Ça n'aurait pas été M. Mélenchon, ça se terminait au violon. Hein, sans doute. Une attitude. Vous faites la même chose ou moi? Ça se termine au violon. Vous pensez? Bah, évidemment. La République, c'est moi? Non, il représente la République. En effet, il est délégué, il nous représente très mal à mon goût, mais vous avez tout le résumé de M. Mélenchon. Quelqu'un qui perd ses nerfs, quelqu'un de violent, et quelqu'un qui menace les policiers. Alors non seulement en geste, vous l'avez dit, mais en parole, allez faire votre métier. Et moi, je me rappelle d'une autre séquence où il s'en est pris très très violemment à un policier de la BAC, en plus des gens qui sont quand même au contact des réalités les plus dures de la délinquance, en disant « mais moi, quand je serai président, vous m'obéirez !» Et il sort de ses gonds, il commence à écumer. Écoutez, c'est pas quelqu'un auquel on a envie de confier le bouton nucléaire, vous voyez, spontanément. Loin de là. Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'en un sens... il pourrait s'estimer, il est un élu, et il peut s'estimer victime de l'arbitraire. Je ne dis pas que c'est le cas, mais ça pourrait se concevoir, non? C'est inécoutable pour vous, ça? Moi, j'ai pas la même définition de l'élu que vous. Moi, il me semblait qu'un élu était là pour décider des lois et non pas pour se placer au-dessus. Mais j'ai peut-être mal compris le fonctionnement de la République. Peut-être c'est vous qui avez raison. Cher avocat du diable, mais vous poussez la plaidoirie un peu loin, là. J'essaie de comprendre. Oui, mais avec une fausse naïveté qui n'abusera personne. Au fond, ce qui vous scandalise, c'est le mot, il vous scandalise. Écrire un pamphlet sur quelqu'un, c'est que son comportement vous scandalise. Et au fond, quoi? Ce sont ces reniements, on en parlera plus tard, ou c'est ce genre de comportement? Mais c'est un peu tout, mais c'est pas l'essentiel. Évidemment, les comportements sont choquants, les reniements sont quand même extrêmement spectaculaires. J'en ai donné une idée, c'est quand même quelqu'un qui, devant moi, sur le plateau d'On n'est pas couché, s'en prend violemment à l'islamisme en disant « le voile, c'est scandaleux, une seule femme voilée en France, ce serait encore trop, qu'est-ce que c'est que ce torchon sur la tête ?» et qui va ensuite défiler sous prétexte de lutte contre l'islamophobie avec la fine fleur de l'islamisme, avec des gens qui, dans leur prêche hebdomadaire, disent que la place d'une femme est dans la cuisine avec les enfants, qu'une femme ne peut pas sortir seule dans la rue sans son mari ou son frère. Voilà, c'est le même homme. Et je vous dirais que ça, évidemment, c'est extrêmement choquant. Mais de quoi Jean-Luc Mélenchon est-il le nom, à mes yeux? D'une lutte, d'une volonté de détruire trois choses à laquelle j'ai la faiblesse d'être attaché: la République, la France et notre civilisation. Je pense que ça justifie un pamphlet. Très bien. Néanmoins, je continue mon rôle d'avocat de la défense. Écoutez son propre commentaire quelques temps plus tard. Il semble avoir pris du recul. Dans la scène qu'on voit où je dis « La République, c'est moi », dont on a fait des t-shirts depuis et des plaisanteries, cet homme me menace de son arme. Il me dit « Monsieur, je suis armé », il me montre son petit truc tricolore. Et à ce moment-là, si vous voulez, comment vous expliquer? C'est ridicule, je le sais bien, mais je suis rempli d'une indignation terrible, parce que la République, c'est moi, c'est pas lui. C'est moi qui suis député, qui suis maltraité à ce moment-là, ou qui le ressent comme ça. Alors, il y a les deux. C'est à la fois, oui, il fait un peu mea culpa en disant qu'il a été ridicule. Néanmoins, il y a une grosse contre-vérité, car non, il n'est pas menacé d'une arme. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Pouviez vous arrêter après votre deuxième argument? Non, il n'est pas menacé d'une arme. Monsieur Mélenchon ment. Les images sont là pour le prouver. Et tout ce qu'il raconte, c'est du pipeau.
C'est un homme qui est très colérique. Écoutez, moi, il y a un autre épisode qui s'est passé entre 2 émissions, donc ça n'a pas été diffusé, où après m'avoir exclu d'une émission, comme il le fait ordinairement, on se croise et il a voulu s'en prendre physiquement à moi. Et j'avoue que moi, le ton est un peu monté, je suis un peu entré dans le rouge, je l'avoue. J'ai fait le tour de la table, je ne sais pas d'ailleurs dans quelle intention, j'étais un peu énervé. Il est parti en courant, en me faisant des petits gestes dédaigneux, parce que, en général, les gens qui ont un comportement tyrannique ne sont pas très très courageux. Ils délèguent le sale boulot à leurs sbires. Je ne suis pas du tout psychologue, mais ne pourrait-on imaginer que votre inimitié contre lui est aussi liée à ce genre d'événements qui vous ont personnellement atteint et Non, choqué? c'était bien après, ça c'était bien après, c'est assez récent. Non, mais c'est avant votre livre. Non, pas du tout. Avouez quand même que c'est peu courant de tomber sur des gens qui se renient à ce point-là. Et alors je sais bien qu'il y a un dicton qui dit plus c'est gros, plus ça passe, mais je suis très très étonné qu'autant de gens puissent tomber dans le panneau de quelqu'un qui a changé de conviction, qui disait noir, qui dit blanc, qui disait vert, qui dit rouge, qui disait vive la laïcité, qui dit maintenant vive l'islamisme. Voilà. Je crois que cet homme, Jean-Luc Mélenchon, et ce qu'il représente est un danger, et le principal danger que court la France en ce moment. En tout cas, vous êtes très clair. Sauf que son influence semble se réduire un peu ces derniers temps, non? Écoutez, moi j'attends, c'est déjà ce qu'on avait dit la dernière fois, il a terminé à 22%. Donc moi j'attends. En effet, là pour l'instant, c'est pas très encourageant pour lui, mais enfin alors là vraiment, il y a un mérite qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'il sait faire de la politique. Et il saura en faire pour la prochaine présidentielle, d'autant plus que ce sera probablement son dernier tour de piste, si je peux utiliser cette expression, et que là tous les moyens seront bons. Vous verrez que dans l'islamisme, l'antisémitisme, vous verrez que chez lui et chez ses lieutenants, il n'y aura aucune limite. Écoutez-le, il y a maintenant 9 ans, donc 1 an après les attentats terribles de novembre 2015, où je trouve, mais vous allez peut-être me démontrer le contraire, je vous écoute volontiers, qu'il a, semble-t-il, là, un certain sens de l'État et des convenances. Notre pays est martyrisé. Nos cœurs se tournent vers les victimes, leurs familles et tous ceux qui à cette heure sont dans l'angoisse, la peine et le deuil. Il faut que pendant ce temps du deuil, les confrontations entre nous cessent. Le temps du débat reviendra assez vite car il est nécessaire. Mais pour l'heure, il faut se rendre utile. Se rendre utile. D'abord comme le font tant de nos compatriotes, en marquant leur solidarité par le don du sang, par la disponibilité aux autres. Ensuite, en répondant à l'appel des autorités, sans barguigner. Sans barguigner, répondre aux autorités. Vous croyez qu'il joue, là? Pour commencer, ça n'engage que moi, je ne crois pas à sa sincérité. Ça n'engage que moi. Ensuite, la France a été martyrisée par quoi? Par qui? Par l'islamisme, oui ou non? Or, M. Mélenchon s'est mis au service de l'islamisme. Je parlais de cette marche contre l'islamophobie. À côté de lui, manifestait la fine fleur de l'islamisme français. Alors, donc, à l'époque, en tout cas, ça date de 2016, ce texte-là. À l'époque, prêtons-lui, faisons-lui la grâce de croire qu'il est absolument sincère. Donc, c'est l'axe directeur de votre pamphlet La République, c'est lui. Il a changé, pour des raisons peut-être cyniques. Pour des raisons cyniques, moi, je ne suis pas ni psychiatre ni psychanalyste. Est-ce qu'une palinodie donc cynique peut se transformer en conviction? Moi, je n'ai pas étudié ça d'assez près. D'ailleurs, ça ne m'intéresse pas follement, parce que moi, c'est le discours qui m'intéresse. Ce qui sous-tend le discours va en second lieu, mais vous lui faites crédit d'une certaine sincérité. Moi, je vous réponds et je persiste à dire que je n'en suis pas convaincu. Donc Jean-Luc Mélenchon, insincère, c'est comme l'impression que vous avez. C'est mon impression. Vous savez, c'est pas une impression au doigt mouillé. C'est pour écrire ce livre, et puis en tant qu'observateur plus généralement de la vie politique, j'ai écouté ce qu'il avait à dire. Je crois qu'il faut toujours écouter ce que nos adversaires ont à dire. Je tiens Jean-Luc Mélenchon pour un adversaire de la France, tel que je l'entends en tout cas, et même comme un ennemi de la France, tel que je l'entends aussi. Vous allez très loin. Ennemi, c'est beaucoup plus fort qu'adversaire. Vous le savez. Oui, c'est un ennemi de la France. Écoutez, là aussi, écoutons-le. Ou alors on ne prend pas au sérieux ce qu'il dit, ou alors on le prend au sérieux. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit « le problème de la France d'aujourd'hui, c'est les Français de souche », vous croyez que c'est un ami de la France qui parle comme ça? Vous avez un problème avec les Français de souche? Moi, non. Hein. Non, j'ai pas de problème. Nous sommes nombreux à pas avoir de problème, peut-être parce que nous sommes nous-mêmes des Français de souche, mais pas seulement, parce qu'en tant que tel, il n'y a pas de problème avec les Français de souche. Quand il parle avec un grand mépris des traditions un peu rances, des traditions françaises,
Vous avez un problème avec les traditions? Je ne crois pas, moi non plus, etc., etc., etc. Et que vous comprenez que il faut créer un homme nouveau, un homme créolisé qui est entendu en opposition, en contradiction frontale avec tout ce que nous sommes. Voilà. Alors que la France n'est pas du tout hostile, c'est pas un pays fermé, mais simplement la volonté de créer un homme nouveau, ça c'est tout à fait différent. C'est un projet totalitaire. Ça a été le projet du stalinisme, ça a été le projet du maoïsme, ça a été le projet de l'hitlérisme. Un homme nouveau pour un monde nouveau. Moi, je ne veux pas du monde nouveau de M. Mélenchon. Je ne veux pas de l'homme nouveau de M. Mélenchon. Voilà. Moi, je veux garder la France telle qu'elle est. Ce n'est pas un pays figé, c'est un pays en évolution. Je veux garder notre civilisation qui a eu ses pages sombres, mais qui a eu beaucoup de pages lumineuses. Je veux la garder telle qu'elle est. Voilà, je veux garder les choses en l'état. Je ne pense pas au grand soir avec table rase et on repart sur... Surtout qu'on a déjà connu ça. Hein. On l'a déjà connu. Il ne jure que par la Révolution, plutôt 1793 que 1789. Moi, je ne suis pas, contrairement à M. Léaumont de la France Insoumise et d'autres, un adorateur de la guillotine. Et si j'avais eu... Alors vous êtes un peu dur, ils ne sont pas adorateurs de la guillotine. Ils célèbrent Robespierre. Robespierre, c'est un oui, héros. Mais malgré la guillotine, pas à cause de la guillotine. Je ne sais pas si c'est à cause ou malgré, il faudrait leur demander, c'est une bonne question. Moi, j'observe que dans une récente manifestation, j'ai vu 2 dames pousser une guillotine miniature avec le nom des gens qu'il faudrait décapiter. Donc il y avait M. Pinault, je crois. Et M. Bolloré, peut-être bien. Puis-je vous rappeler qu'à l'occasion de la cérémonie des Jeux Olympiques, on a quand même vu cette chose incroyable. Le seul fait de l'histoire de France est la reine décapitée. Je ne vous le fais pas dire. C'est-à-dire que cette idéologie mélenchonienne, LFiste, imprègne certains milieux, et surtout les milieux décideurs, les milieux qui tiennent le pouvoir intellectuel. Et donc, en effet, à la face du monde entier, des milliards de personnes regardaient cette cérémonie. On a pris pour symbole le martyre d'une femme qui a été torturé dans des prisons françaises, dont le fils a été torturé dans des prisons françaises, et en même temps, c'est le même à peu près milieu politique qui ne jure que par le féminicide, et ou plus exactement, la lutte contre le féminicide. Alors écoutez, on peut croire que Mélenchon est un épiphénomène, ce n'est pas vrai. Ça imprègne très profondément les médias, l'université, les grandes écoles, etc., etc. Je vous dis que c'est un poison dans les veines de la France. Vous êtes très clair. Une époque où la gauche n'incarnait pas cela du tout. 1936, le Front populaire. Je voudrais qu'on écoute une chanson d'un film de l'époque. Vous aimez le cinéma. Julien Duvivier, c'est, vous savez, La Belle Équipe. Avec Gabin qui chante lui-même. Qui chante quand on se promène au bord de l'eau. Une autre époque. Formidable. Voilà, on retrouve Éric Nolot pour son pamphlet. Gabin, c'est mon idole. C'est vrai, vous l'aimez? Mon idole, c'est mon acteur préféré. Et puis, quel homme. La deuxième Bien DB, sûr. Ça c'est la... Oui, il s'engage très tard en plus, alors qu'il est aux États-Unis. Il aurait pu être... Je crois que c'est le plus vieux chef de char de la deuxième DB. Il aurait pu être tranquillement aux États-Unis à faire une carrière américaine, à roucouler avec Marlène Dietrich. Mais voilà. Non, moi j'aime cet homme, j'aime cet acteur, et la gauche qu'il a pu représenter du temps de Julien Duvivier ou d'autres films un peu engagés, ça vous a quand même une toute autre allure que le débraillé de LFI, quoi. Il y a une vraie question à laquelle on ne pourra sans doute pas répondre, mais comment se fait-il que la gauche, quand même en gros une moitié du corps électoral français pendant des décennies, n'ait trouvé personne d'autre? Pourquoi est-ce qu'il a remplacé la gauche, entre guillemets, normale? Comment se fait-il? Il y a un défaut de personnel ou il y a un défaut d'idée? Bon, d'abord, la social-démocratie s'est beaucoup abîmée à l'épreuve du pouvoir. Donc, l'option social-démocrate a beaucoup perdu de sa vigueur jusqu'à représenter 1,74% avec Anne Hidalgo lors de la dernière présidentielle. Et puis surtout, il y a eu un tournant décisif qui n'a pas échappé à M. Mélenchon. C'est la fameuse note du think tank Terra Nova en 2011. La note de Terra Nova dit d'ailleurs avec un cynisme vraiment désarmant, on dit écoutez, il faut changer de peuple pour la bonne raison que le peuple vote mal. C'est ça, il considérait que le prolétariat ne votait plus pour la gauche, ce qui était fichu, et qu'il fallait donc trouver d'autres terres électorales. C'était officiellement dit. Donc c'est bien avant Mélenchon. C'est juste avant. Oui. C'est juste avant la conversion de Mélenchon. Oui, il dit le peuple vote à droite et même à l'extrême droite, donc on va changer de peuple. Donc on va virer le prolo, on va virer l'ouvrier, on va virer le pauvre, on va prendre les milieux progressistes et les populations issues de l'immigration. C'est exactement ce milieu-là sur lequel prospère M. Mélenchon. Donc en fait, la théorie, c'est Terra Nova, la pratique, c'est Mélenchon.
Je vous ai épargné la question que vous ne voulez plus entendre, vous le dites en début de livre, à savoir, mais donc vous n'êtes plus de gauche, vous faites de manière assez drôle un distinguo entre la gauche normale, c'est laquelle vous vous réclamez encore d'appartenir, et la gauche avec un accent circonflexe. Oui, oh, accent circonflexe. Pourquoi ce petit tour de passe-passe? Pourquoi la gauche? Parce qu'il y a une dérive sémantique. Ce qu'on appelle aujourd'hui la gauche, que moi j'appelle la gauche, en gros, et les filles et ses alliés, ça correspond à l'extrême gauche en réalité. Et l'extrême gauche n'a jamais été la gauche. Il y avait déjà un clivage. D'ailleurs, l'extrême gauche méprisait la gauche. Pour eux, c'était des sociodémocrates, des sociotraîtres, des hyènes dactylographes, enfin tout ce que vous voulez. Donc il y a toujours eu une opposition. Et d'ailleurs, les travers de la France insoumise, ce jeu très compliqué, ce flirt de plus en plus délétère avec l'antisémitisme a toujours été présent à l'extrême gauche. Donc moi, je refuse qu'on me pose une question biaisée, puisque cette gauche-là n'est pas la gauche, c'est l'extrême gauche qui maintenant occupe le centre. Maintenant, la marge, c'est l'ancienne gauche. C'est vrai. Mais les gens, effectivement, je pense même à des gens comme Mendes France, ces gens-là n'existent plus, donc. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est vrai qu'il y a un manque d'incarnation, parce que les rares personnes qui puissent l'incarner, c'est Bernard Cazeneuve, enfin, qui n'est pas d'un charisme quand même échevelé. Bon, déjà, M. Glucksmann, qui est une sorte d'émanation d'un boboïsme un peu mièvre, un petit peu. Alors moi, je me retrouve dans son combat anti-totalitaire, mais vous voyez, je ne peux pas croire que M. Glucksmann soit l'avenir de la gauche. Tout ça est très, très déconnecté. C'est quelqu'un qui, vous savez, le fameux clivage entre ceux qui sont de quelque part et ceux qui sont de nulle part et de partout, il est plutôt de nulle part et de partout. Il l'a dit, il est plus à l'aise à l'étranger que dans le Nord ou dans une région de France. C'est un aveu quand même qui est terrible, quoi. Enfin. Écoutons quelqu'un qui n'est pas exempt de reproches aussi, mais dans un genre très différent, qui parle de Mélenchon et de son impact sur la gauche, c'est Dominique Strauss-Kahn. Je lui reconnais un talent formidable, notamment dans la destruction de la gauche aujourd'hui. Mélenchon a un grand talent, oratoire, une certaine culture, une capacité à mobiliser les foules. Mais il n'a pas mis à la disposition de la gauche. Il n'a pas essayé de faire gagner la gauche. Aujourd'hui, il essaye de faire perdre la gauche, parce que c'est la seule manière de continuer à exister dans le chaos. Il y a deux grands perdants dans cette histoire. C'est M. Macron et M. Mélenchon. Eh bien, il faut que cette perte, il la prenne. Il parle en termes de banquier, il doit prendre la perte. Dites-moi, vous êtes d'accord avec cette analyse-là? Vous pensez qu'il veut faire perdre la gauche? Oui, ça veut faire perdre la gauche. En réalité, la conquête du pouvoir, je ne sais pas si c'est le but premier de Mélenchon et de ses amis, c'est plutôt le chaos. Je pense que vraiment, ce dont il rêve la nuit, mais ça doit être un rêve récurrent, c'est l'arrivée au pouvoir du Rassemblement national, de manière à pouvoir jouer jour et nuit, le fascisme ne passera pas dans la rue. Je pense que vraiment, c'est ce dont il rêve. Après, je suis d'accord avec l'analyse de Dominique Strauss-Kahn. En effet, il place toute son énergie au service du pouvoir. Mais c'était aussi un désaccord que j'ai avec mon camarade Éric Zemmour, là, qui a une certaine admiration. La même d'ailleurs que Strauss-Kahn pour Mélenchon, le talent oratoire. C'est vrai. C'est bizarre parce que Zemmour et moi, on a grandi avec le même personnel politique. Je peux vous dire que c'était un autre niveau, Mitterrand, même Marchais. Moi, je trouve que, évidemment, vu le niveau actuel, ça peut passer pour un pic de la Mirandole. Enfin, Georges Marchais, vous vous souvenez de la brutalité qu'il interrompait les interlocuteurs aussi. Ah, mais c'était une bête de scène, hein. C'était une bête de médias. Bon. Mais vous lui pardonnez, alors vous ne pardonnez pas à Mélenchon? Non, pas du tout, je ne lui pardonne pas à Marchais. Je dis simplement que, évidemment, si on le juge à l'aune du personnel actuel, c'est pic de la Mirandole et c'est des roulettes pour l'éloquence. Si on le juge au regard de l'histoire, moi je sais pas, quand même, j'ai pas 150 ans. Simplement le personnel que j'ai vu, je trouve qu'il est d'un niveau moyen. C'est pas un orateur exceptionnel, c'est des très grosses ficelles. C'est pas un homme de culture exceptionnel. Il a quand même vraiment des limites absolument évidentes. Donc je trouve qu'on lui fait un crédit qu'il ne mérite sans doute pas. Vous voyez, je reste dans le registre financier de Dominique Strauss-Kahn. Les analystes disaient souvent à propos de Jean-Marie Le Pen, ça rejoint ce que vous disiez à l'instant, qu'il ne voulait pas le pouvoir, qu'il était même très surpris, voire gêné d'être au deuxième tour en 2002. Il voulait être un trublion et faire rentrer dans le débat public les thèmes qui lui étaient chers. C'était ça son but, me semble-t-il. Est-ce que vous considérez donc, vous l'avez laissé entendre, que Mélenchon, c'est la même chose? Il ne voudrait pas le pouvoir, vous pensez? Non, je pense qu'il ne le... Bon, il arrive au pouvoir, évidemment, il s'en accommodera, et là, on verra ce qu'on verra. Mais je pense qu'un statut d'opposant principal au fascisme, avec tous les guillemets que ça implique face au Rassemblement national, lui plairait davantage. Ces gens-là sont des révolutionnaires. Donc en fait, ils rêvent de la geste révolutionnaire et s'ils veulent le pouvoir, ils préféreront toujours le prendre par la rue et par la violence que par les urnes. Ça, j'en suis persuadé.
Mais ça, encore une fois, Éric Nolot, je répète sans cesse, je me fais l'avocat du diable, c'est votre interprétation. Il n'appelle pas de manière directe les gens à aller dans la rue, manifester, faire des choses brutales. C'est vous qui le supputez. C'est arrivé. Mais pas sur ordre. Non, mais c'est pas le 6 février 34, vous voyez ce que je veux dire? Non, pas du tout, mais on n'en est pas là, mais enfin on verra. Hein. L'histoire n'est pas écrite encore. Mais il y a une indulgence envers tous les débordements pendant les manifestations, on ne condamne pas. Quand il y avait eu les grandes émeutes, il n'y avait pas eu de condamnation, alors que même des écoles et des bibliothèques étaient brûlées. Les incendiaires trouvaient un appui moral et dialectique chez les filles. Non, mais c'est des gens fascinés par la violence politique. Moi, je ne le suis pas, donc ça m'échappe, mais ça ne m'empêche pas de le comprendre, de comprendre le ressort. Est-ce que vous êtes un amoureux déçu, en quelque sorte, que la gauche soit devenue ça, et vous en souffrez? Non, je ne peux pas dire ça parce que là, vous me prenez à un moment de ma vie où, certes de manière humoristique, mais enfin ça correspond à une conviction profonde, j'ai créé un parti pour rire qui s'appelle le Parti foutuiste, le parti de ceux qui pensent que c'est foutu. Qu'est-ce qui est foutu? La France. Je pense que la France telle que nous l'aimons est foutue parce que, c'est ce que j'ai expliqué dans une tribune récente, les ennemis de la France pris un par un, on peut les vaincre. Mais là, ils sont unis, ils se soutiennent les uns les autres. Qui sont-ils? L'islamisme et le wokisme, par exemple, qui sont deux forces antagonistes. Hein. D'ailleurs, les seconds ne rêvent que d'égorger les premiers. Enfin, je ne sais plus dans quel ordre je l'ai dit, mais enfin, on sent bien que LGBT, ce n'est pas le genre de beauté des islamistes. Hein. Voilà. Pour l'instant, ils sont unis, d'ailleurs représentés par la France insoumise. Vous avez aussi le capitalisme qui, lui, appelle constamment à faire entrer de nouveaux immigrés pour pouvoir faire baisser le coût de la main-d'œuvre. Qui est très mondialiste. Donc tout ça va dans le même sens. Vous avez l'effondrement du niveau scolaire et intellectuel sous l'effet dramatique, moi je parle même d'armes de destruction massive des réseaux sociaux. Donc vous avez tout cela qui va dans le même sens et qui concourt à l'abaissement de la France. C'est pour ça que je suis extraordinairement pessimiste. Ce qui ne m'empêche pas de me battre. Même si je sais que le match est plié, je me bats. Quand je jouais au football, si j'étais mené 4-0 à 1 minute de la fin, j'essayais quand même de marquer un but, j'étais avant-centre. Donc c'était une double satisfaction. C'est mieux de perdre 4-1 que 4-0, mais ça veut dire que le match est perdu quand même. Est-ce que le jeune homme des années 80 que vous étiez, donc j'imagine de gauche très clair à l'époque, peut-être partisan de Mitterrand, enfin je ne sais pas. Oui, tout à fait. Mitterrand au pouvoir, vous y avez cru. Est-ce que ce jeune homme ne serait pas surpris d'entendre l'adulte que vous êtes maintenant? Est-ce que c'est vous qui avez évolué? La gauche a évolué, enfin on en a parlé au début de notre entretien, la gauche a évolué dans le très très mauvais sens. Après, moi j'ai cru à Mitterrand, oui. Mais d'ailleurs, vous savez, il faut se replacer dans le contexte de l'époque. Pour toute une jeunesse, c'était le sens de l'histoire. Giscard d'Estaing, pour nous, c'était quasiment Louis XVI. Quoi. L'homme du passé. L'homme du passé, et puis il n'y avait que des gens à particules autour de lui. Nous, on disait, bon voilà, le sens de l'histoire. Il y avait une sorte d'exaltation, il y avait un grand discours, et puis le début était formidable, le Panthéon, et puis on va changer la vie. Et puis il y avait même des trucs très kitsch avec Lang qui disait, on va passer de l'ombre à la lumière, ou du jour, de la nuit au jour, je ne sais plus ce qu'il avait utilisé. Bon, on a déchanté assez vite, hein, parce qu'à 83, l'affaire était pliée. Et après, ça a été une longue déliquescence. Mais moi, je reste quand même nostalgique de cet élan. Je ne le regrette pas. Alors après, est-ce qu'il serait surpris écoutez, je pense que le jeune homme de cette époque-là serait ravi de voir qu'avec quelques années de plus, il est devenu un peu moins con, quoi. C'est toujours une forme de satisfaction. Vous savez qu'il y a un essai qui est sorti il y a quelque temps, je ne sais plus l'auteur, j'ai honte, qui disait, je crois, en synthèse, la gauche est-elle une maladie mentale? Vous l'avez vu passer il y a quelques mois de cela. Ça m'a un peu fait sourire, mais on dirait que vous dites ça finalement presque. Non, parce que là c'est un registre psychiatrique, donc je n'irai pas là parce que c'est pas ça le sujet, mais ça peut être une illusion de jeunesse. Moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup d'un ami qui m'est très cher, un grand écrivain, Claudio Magris. Je recommande à tout le monde Danube, qui est un maître livre. Il dit le changement n'est pas un orgasme. Voyez, développé. C'est-à-dire la révolution est en tant que telle, est conçue par les révolutionnaires, par Mélenchon et les autres à travers l'histoire comme une sorte d'orgasme politique. Il dit non, c'est plus décevant, mais le changement c'est petit à petit. Il est plutôt social-démocrate que de Magris de ce point de vue-là. C'est petit à petit, on fait des changements, c'est difficile, mais non. Là, il y a une illusion très juvénile où moi j'ai décidé que à partir de maintenant, ce serait complètement différent. Donc je ne parlerai pas de trucs psychiatriques, je parlerai d'illusions romantique.
il y a une forme d'illusion Lyrique, romantique l'illusion lyrique. dans le côté révolutionnaire, surtout que toutes les révolutions ont donné des résultats catastrophiques en réalité. En plus, dans le mot révolution, si on fait de la sémantique, il y a une espèce de contresens. Une révolution, c'est un tour complet sur soi-même. Donc on revient au départ. Oui, empire. Empire. Empire, puisque après la Révolution, la monarchie revient. Après mai 68, vous avez un tour de vis. Voilà, enfin, c'était une révolution, une petite révolution, hein, bon, une révolte plutôt. Enfin, on peut faire ça. Et puis, à quel prix ? Les révolutions russes, des millions et des millions de morts. La révolution maoïste, Pol Pot, enfin, on n'en Pol parlera pas. Pot. Enfin, tout ça est C'est terrible. Mais comme vous adressez à des gens qui n'ont aucune culture historique et aucune culture tout court, ça passe. Ils votent pour lui. Alors, quelqu'un qui a vraiment de la culture en revanche, que vous admirez beaucoup, je crois, livre une analyse sur le sujet. C'est Michel Onfray. Ça fait des années que ce monsieur cherche une idée qui pourrait l'amener à l'Élysée. Il a été maastrichtien pendant 25 ans, sénateur socialiste. Il a défendu tous les régimes socialistes, Mitterrand en tête, c'est-à-dire donc le personnage qui est à l'origine du traité de Maastricht. Et puis un temps, il a été jaurésien, puis un temps, il a été gaulliste, et le voilà maintenant islamo-gauchiste. Donc il a compris que ça marchait bien dans les banlieues, et il nous fait savoir que le grand remplacement, c'est formidable. Il appelle ça la créolisation, mais que le grand remplacement, c'est formidable. Donc la créolisation, c'est le nom que la gauche donne au grand remplacement. Je trouve que ce personnage est assez dangereux par cette façon de côtoyer un certain nombre d'islamistes radicaux, de leur donner, de leur servir de porte-voix. Et il n'a que faire de la France, il a juste envie d'être élu ou réélu. Il ne veut pas partir, il a perdu, mais à chaque fois qu'il perd, il dit « Ah, mais j'ai failli gagner ». Vous êtes assez d'accord avec ça, j'imagine. Écoutez, j'ai jamais caché ma proximité intellectuelle et amicale avec Michel Onfray. Il parle d'or. Il a résumé le problème en quelques phrases. Même parcours que vous, quand même. C'est-à-dire quelqu'un qui, au départ, incarne une certaine gauche et qui, au fil du temps, est jugé par ses anciens amis comme un traître qui a basculé de l'autre côté. Comme un homme d'extrême droite. Pas loin, oui. Un homme d'extrême droite, quelle est la définition de l'homme d'extrême droite ? C'est quelqu'un qui n'est pas éléphiste. Si Oui, vous c'est n'êtes pas la définition. éléphiste, vous êtes d'extrême droite. Ça Oui, ratisse large. Actuellement, c'est la définition actuelle, en effet. Mais c'est amusant dans cette similitude de parcours entre Onfray et vous. C'est cohérent. Je dirais que c'est cohérent puisque nous sommes attachés aux fondamentaux de gauche, la laïcité, la République, l'universalisme, l'émancipation de l'individu par l'éducation, c'est-à-dire que nous pensons tous deux, je me permets de parler en son nom en l'occurrence, que le rôle de l'école est de transmettre les savoirs fondamentaux et non pas d'initier au monde merveilleux des drag queens. Et vous avez une gauche qui bafoue tout ça. Donc comment vous voulez qu'on se réclame de cette gauche ? Alors après, qu'elle nous qualifie d'homme d'extrême droite, je pense que ça ne bouleverse pas Michel Onfray. Et en tout cas, moi je peux vous dire que ça me laisse de marbre. Mais pour des gens qui ont toujours été conservateurs, dirais-je, ça n'est pas grave. Mais pour des gens comme vous, avec des idéaux qui ont été un peu trahis, c'est une tristesse quand même, non ? C'est une tristesse qui est soluble dans l'action. Vous voyez, j'ai fait ce livre, j'interviens dans les journaux, à la télévision, à la radio aujourd'hui même. Je vous me combattez ? bats. Oui, je suis un combattant, mais un combattant pessimiste. Je suis un avant-centre qui va chercher un ballon, comme on l'appelait au casse-croûte, c'est en profondeur, à 1 minute de la fin, parce qu'il se dit autant marquer un but. Voilà, Jean-Pierre Papin. Je suis cet homme. Oui, Papin, heureusement, il marquait avant la dernière minute, donc ça nous a valu quand même quelques victoires. Voici un élément qui, à charge, qui n'est pas l'invention, c'est du vrai texte de Mélenchon que vous citez dans votre livre « La République, c'est lui », qui montre pourquoi il a évolué et comment on peut prouver qu'il a évolué à ce point-là. Il dit dans une émission de télévision, vous étiez, je crois d'ailleurs, oui, on n'est pas couché, c'est ça, « Lorsqu'on veut être élu, il faut pouvoir représenter tout le monde. C'est donc une erreur de se présenter à une élection en affichant une appartenance religieuse qui rend impossible cette représentation du souverain dans son ensemble. » Il est très clair à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire qu'il vous explique la laïcité d'abord, à la française, à laquelle il était très attaché et que depuis il foule aux pieds, et il vous dit en effet, quelqu'un qui représente le peuple français représente tout le peuple français, et non pas un segment, par exemple, religieux. Il parle d'une candidate, qui était... on parlait d'une candidate du MPA à l'époque, qui figurait sur les affiches électorales avec un voile. Donc là, c'est le communautarisme. Le communautarisme, il le rejetait, il avait bien raison de le faire à l'époque, et maintenant, il s'y est rallié. Ce que je peux vous dire, c'est une trahison en race campagne. Je peux pas vous dire mieux. Écoutez ça maintenant, toujours lui. Est-ce un traitement dégradant, oui ou non ? Parle-t-il du voile, c'est dans votre livre. Hein. Si c'est un traitement dégradant, alors c'est interdit. Je considère que c'est un traitement dégradant et une provocation de ces milieux intégristes contre la République. Il est très clair à l'époque. Parle du voile. Oui, parle du voile, pardonnez-moi. Faites bien le préciser. Oui, il est très clair, mais il est maintenant très clair dans l'autre sens. Hein. Moi, je demande juste qu'on le prenne au sérieux aujourd'hui comme on le prenait au sérieux hier, en disant... vous savez, Ariette Boutelja, des indigènes de la République, a dit c'était un laïcard de dingue, c'est notre plus beau butin de guerre. Oui, c'est ça. Donc écoutez, écoutons nos adversaires. Il faut écouter ses adversaires. Il faut prendre au sérieux ce qu'ils nous disent parce qu'il y a des leçons à en tirer. Alors, votre livre, c'est un livre assez court, ça prend fait une centaine de pages.
il a, à mon avis, deux vertus. D'une part, il exprime une opinion personnelle, mais argumentée, et puis, par ailleurs, il met en perspective des phrases, des discours qui montrent l'évolution du personnage. C'est indiscutable, ça. L'interprétation, on peut toujours dire ce qu'on veut, mais les faits sont là. Les faits sont têtus, disait l'ami Lénine. C'est un peu une contradiction dans les termes, c'est-à-dire c'est un pamphlet factuel. C'est ça. Vous voyez, le pamphlet, normalement, c'est un peu basé sur la mauvaise foi, l'excès, l'outrance. Moi, le ton est vif. Non, le ton est vif, c'est le moins qu'on puisse dire. Le ton est vif, mais c'est factuel. C'est-à-dire que, écoutez, là, personne n'a jamais démenti un mot de ce que j'ai écrit dans ce livre. Non, tout est vérifiable. Quand vous dites, par exemple, ça c'est vous qui le dites, les fantasmes rances d'une gauche confite dans le souvenir idéalisé de la Révolution française, la fascination pour la violence, la haine de la République, la complicité avec l'islam radical, tel est le cocktail explosif du mélenchonisme. Vous n'y allez pas que le dos de la cuillère. Non, mais ça me paraît factuel. Écoutez, je vois pas quel mot je pourrais retirer. Le compagnonnage avec l'islamisme, il est largement documenté. La fascination pour la violence, vous avez passé un extrait tout à l'heure qui montre quand même que M. Mélenchon est quand même plus proche de Robespierre que de Gandhi. Bon, etc., etc. Je ne crois pas que vous puissiez, que même quiconque puisse me taxer d'exagération, parce que cela est vérifié. Après, dans l'expression, évidemment, moi j'aime bien le pamphlet, d'ailleurs. Oui, vous reprochez à Mélenchon d'être vigoureux, voire même parfois insultant, et vous-même, vous n'êtes pas la douceur. Je lui reproche surtout d'être devenu un ennemi de la France. Ah, vous le répétez fréquemment, ça. Parce que c'est fort vrai. comme remarque. Mais c'est vrai. Je crois que c'est vrai et il faut le traiter comme tel, c'est-à-dire le combattre. Je parle de combat démocratique, je parle bien sûr par des voies légales, évidemment. Je ne vise rien d'autre, je tiens à le vérifier, parce que là, n'importe quelle phrase pouvant être retenue contre vous, mais c'est quelqu'un dont l'idéologie est à combattre, et d'autant plus que, comme je le disais il y a quelques minutes, cette idéologie est en train de gangréner une grande partie de la société française. Nous sommes avec Éric Nolot. La République, c'est lui, dit-il, taquin, et c'est le moins qu'on puisse dire à propos de Jean-Luc Mélenchon, en reprenant la propre phrase de Mélenchon. Avez-vous noté, c'est tout récent, il y a quelques jours, et ça rejoint notre conversation, que les sénateurs LR proposent des mesures pour interdire le voile aux accompagnatrices de sortie d'école ou interdire également le jeûne aux jeunes filles de moins de 16 ans. Ça vous semble aller dans le bon sens? Vous souhaitez ces propositions comme étant choisies? Moi, ce qui me paraît aller dans le bon sens, c'est de déclarer la guerre à l'islamisme. Alors après, on peut s'interroger sur les mesures. Mais enfin, l'islamisme, on a mis beaucoup de temps quand même à prendre la mesure du danger. Vous avez vu que là, on est en plein dans la prise de conscience du terrorisme, la prise de conscience du narcotrafic et donc la prise de conscience de l'islamisme. Ce sont quelques-uns des dangers ligués qui pèsent sur la France. Alors, l'interdiction du jeûne, pour des tas de raisons, au moins de 16 ans, ça me paraît en effet nécessaire, même ne serait-ce que pour des raisons de santé publique. Après, moi, je suis très partagé sur les voiles pour l'accompagnement, les accompagnements scolaires, parce que ça revient à interdire le voile dans l'espace public. C'est vrai. Ce qui me paraît contraire à l'esprit juridique, là, oui. Ben oui, parce que ça me paraît contraire à l'esprit de la laïcité à la française. Donc, je me demande si c'est vraiment une bonne mesure. Voilà. Après, il y a d'autres mesures à prendre. À mon avis, plus urgente, c'est-à-dire d'assécher les subventions pour toutes ces associations qui, sous couvert culturel, sous couvert sportif, en fait, se livrent à une propagande effrénée et assez décontractée. Ça me semble beaucoup plus urgent que cette histoire de voile. Le voile, moi, en tant que tel, c'est un symbole politique, évidemment, un symbole islamiste, mais dans ce cas-là, dans l'espace public, ça me semble ouvrir la voie à des choses assez dangereuses. Vous disiez il y a quelques instants, et de manière répétée et très claire, que vous voyez Jean-Luc Mélenchon comme un ennemi de la France. En tout cas, il est maintenant un ennemi de la langue française sous sa forme actuelle. Écoutez-le, très clair d'ailleurs. La créolisation est notre maître mot. Si nous voulons que le français soit une langue commune, il faut qu'elle soit une langue créole. Et je préférerais qu'on dise que nous parlons tous le créole, parce que ça nous arrangerait mieux que de dire que nous parlons français, car cela sera sans doute plus vrai. Qu'on vienne me dire comment les 100 millions de Congolais ou bien les millions de Sénégalais n'auraient aucune participation à la création d'une langue qu'ils parlent et qu'ils sont 10 fois plus nombreux que nous à parler, nous, Français. Je me situe à cet instant-là. Voilà, il l'a dit très clairement. Hein. C'est quand même fou d'aller là, si loin que ça. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus ? Je ne sais pas, j'ai toujours du mal à croire. Moi, je vois le bien chez les gens, voyez-vous, c'est une nature. Vous voyez le bien, mais est-ce que vous entendez le mal ? Parce que là, il ne s'agit pas de voir, il s'agit d'entendre. Je sais bien. Et le pire, c'est de voir à côté de lui le jeune député, c'est Aurélien Taché, je crois, qui hoche la tête doctement. Oui, mais vous savez, les gens de LFI ont cette ressemblance avec les chiens de feutrine sur la plage arrière des voitures, c'est qu'ils opinent du chef constamment, surtout quand Jean-Luc Mélenchon parle. Moi, je sais pas, on peut me dire que 2 plus 2, ça fait 5. Moi, je dis que 2 plus 2, ça fait 4. Quand vous dites le problème de la France, c'est les Français de souche, il faut en finir avec le français, son destin et la créolisation. On pourrait dire c'est un délire
Voilà, un délire tout à fait personnel. Mais regardez ce qui s'est passé, on revient à la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait chanter et danser Aya Nakamura devant l'Académie française. N'en parlez pas. Devant l'Académie française. Donc les gens qui ont conçu ça, qui sont des gens imprégnés de l'idéologie éléphiste, ont voulu envoyer le message que la langue française telle qu'elle est conservée par l'Académie française, c'était fini, et que maintenant, l'avenir, c'était le français chanté par Aya Nakamura. Moi, j'ai rien contre elle. Qui n'est pas du français, on ne comprend pas ce qu'elle dit. Qui n'est pas du français, qui est du volapük, c'est-à-dire une sorte de combinaison de différentes langues. Moi, elle a le droit de chanter. Bien sûr. On a le droit de l'écouter, d'acheter ses disques si on achète encore des disques, mais simplement, on n'a pas le droit, avec l'argent public et devant des milliards de personnes, de nous dire que voilà l'avenir de la France. Du français en particulier. Donc tout ça, si vous voulez, c'est pas seulement des choses qui s'échangent dans un arrière-café entre 2-3 personnes, ça imprègne la société. Et là, quel plus bel exemple que cette cérémonie, qui était une cérémonie planétaire. Et on pourrait évoquer même d'autres aspects de cette cérémonie absolument scandaleux. Ce sont des gens qui sont des idéologues et tout est passé au prisme de leur idéologie. Mais Éric Nolot, moi, mon opinion n'intéresse personne, mais je suis absolument d'accord avec vous. En revanche, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, si on est très ouvert, que peut-être nous sommes dépassés et que les jeunes générations ne voient plus ces choses-là comme nous ? Moi, je connais énormément de gens, de jeunes, qui trouvaient formidable qu'Aya Nakamura. Moi, ça m'a concerné. Mais est-ce que ce n'est pas nous qui sommes en retard d'une guerre ? Peut-être que les jeunes dont vous parlez ne savent pas d'où on part. C'est pour ça qu'ils ont du mal à évaluer où on va et même où nous en sommes. Quand vous faites des micro-trottoirs, comme cela a été fait récemment auprès de gens, j'ai pas eu leur carte d'identité sous les yeux, ils avaient l'air d'avoir entre 20 et 25 ans, et qu'on leur demande qu'est-ce qu'on célèbre le 11 novembre, et que vous obtenez des réponses sidérantes. Quand vous leur demandez ce qu'on célèbre le 14 juillet, même ça, et que vous obtenez des réponses sidérantes, permettez-moi de dire qu'avant de se réjouir de ce que la France est devenue, il faut quand même savoir ce qu'elle était. Voilà. Moi, je ne pense pas... Aya Nakamura, elle fait partie d'une diversité musicale en tant que telle, il n'y a vraiment rien à redire. Si vous n'aimez pas, vous écoutez autre chose, puis c'est marre. Hein, voilà. C'est la liberté. La liberté, vraiment, franchement, j'ai aucun problème avec ce sujet. Mais comme symbole, ce jour-là, devant l'Académie. Ce jour-là, devant l'Académie française. D'ailleurs, il se dit que M. Boucheron, l'historien qui était à la manœuvre, est un bisbille avec l'Académie française, qui aurait même quelque chose d'un peu personnel là-dedans. Voilà. En fait, est-ce vrai que vous avez été candidat ou c'était un gag à l'Académie française ? Écoutez, je vous renvoie à ma candidature, à mon annonce de candidature qui s'est passée un 1er avril. Voilà. Mais ça a échappé à beaucoup de gens. Je suis parfois invité à des émissions à dire on fait une émission entre anciens candidats à l'Académie française. Est-ce que vous seriez d'accord ? Je leur dis écoutez, pourtant j'allais loin. Hein. Je dis moi je veux être candidat parce que c'est un habit vert et je suis un supporter de Saint-Étienne qui porte un maillot vert. Et j'allais assez loin dans Verts. Ah bah je suis un grand supporter des Verts. Moi. C'est un coup dur d'apprendre ça. Mais parce que vous êtes supporter de Lyon peut-être. Bien sûr. Et voilà. Glissons. Je savais que ça allait dégénérer cette émission, malheureusement. Ce n'est pas le sujet. Pourtant, ça se passait bien. Pour finir sur Nakamura, ce qu'il y avait d'affreux aussi, c'est de voir la garde républicaine s'humilier avec des mouvements de jambes derrière. C'était un moment. Oui, d'ailleurs, je crois savoir, mais je le tiens indirectement, donc il faudrait vérifier l'information. On m'a dit que la garde républicaine n'avait vraiment pas apprécié, en réalité, que les gens de cet admirable corps avaient quand même assez mal vécu l'épisode. Mais ce que nous disons ensemble, et nous le déplorons sur cette cérémonie, sur ce qui baigne actuellement l'univers culturel ou supposé tel français, c'est malgré tout, je rejoins ce que vous disiez, peut-être qu'on est foutu, c'est le témoin d'une époque. Oui, il y a Mélenchon, mais il n'est pas seul. Il y a un univers comme ça, destructeur, qui est en marche, dirait-on. Bien sûr, c'est une entreprise de destruction massive de la France, de la République, de la civilisation. Et ces gens-là sont minoritaires, mais tiennent les lieux de pouvoir intellectuel. Vous avez un professeur d'université qui a établi une liste de 20 noms à boycotter, des génocidaires. Ah, vous l'avez vu ça ? Incroyable. Charlotte Gainsbourg, génocidaire. Une liste. Une liste ? Non, mais on en est aux listes. Oui. Donc ces gens-là font des listes. Ils tiennent quoi ? Ils tiennent les médias, l'université, les grandes écoles. C'est pas mal quand même. Mais en effet, ils sont minoritaires. Mais tous les révolutionnaires étaient minoritaires. Les bolcheviks n'étaient pas majoritaires. Non, les maoïstes n'étaient pas majoritaires. Les hitlériens n'étaient pas majoritaires. Mais ils sont parvenus à leur fin. Voilà, il faut savoir, se rappeler de l'histoire. Vous citez un auteur fantastique, Orwell, 1984. Il y a aussi La ferme des animaux, qui est très bien accessible et qui fait sourire, mais qui est désolant aussi. Orwell qui disait « La guerre, c'est la paix. La liberté, c'est l'esclavage. L'ignorance, c'est la force. Le goût du paradoxe. » C'est un peu ce qu'on ressent là, non ? C'est exactement ce qu'on ressent. C'est-à-dire qu'on vous explique que
vouloir la disparition de la France, c'est du patriotisme, etc., etc. Moi, ce qui m'intéresse aussi, un peu plus égoïstement, dans le cas d'Orwell, c'est que tous les gens de gauche qui se sont levés contre l'extrême gauche ont été victimes de campagnes de dénigrement déchaînées. Et même plus que ça. C'est le cas d'Orwell, Kravchenko et chez nous de Camus. Qu'est-ce qu'il n'a pas entendu, Camus? Et vous voyez que peut-être c'est un motif d'espoir, mais qu'en est si peu. Vous avez vu que Camus, sa cote ne cesse de monter alors que celle de Sartre ne cesse de baisser. Le grand homme de l'époque, c'est Camus. Aujourd'hui, c'est pas Sartre. Comment expliquer d'ailleurs, enfin c'est un vaste sujet, quand on parle d'intellectuels en France, dans l'après-guerre, cette vaste saga, ce sont des intellectuels de gauche. Il n'y a pas d'intellectuels de droite pendant très longtemps, mais pourquoi au fond? Oui, c'est vrai que c'était un pléonasme intellectuel de gauche. Face à Sartre, sous ces gens-là, il y avait les hussards, mais ils ne sont pas ni c'est pas des intellectuels. Voilà, ce que je vous dis, il n'y en a pas. Non, c'est pas les penseurs. Raymond Aron, mais mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron, disait-on. Il n'y a pas d'intellectuel de droite, pas vraiment. Mieux vaut avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. C'est ça. De mon point de vue personnel, c'est la phrase la plus conne jamais prononcée de toute l'histoire de l'humanité. Et ça résume d'ailleurs ce dont nous parlons depuis le début. C'est-à-dire que, en fait, le grand match de l'époque, c'est la réalité contre le déni de réalité. Voilà. Je vois que la réalité, depuis quelque temps, enregistre quelques succès, a réduit un peu l'écart pour revenir à un vocabulaire footballistique ou en tout cas sportif. Oui, en effet, parce que la gauche était un mouvement de contestation et la droite plutôt un mouvement de conservation. Donc en effet, l'intellectualisme était plutôt à gauche. Voilà. Maintenant, il n'y a pas de fatalité que la droite se mette à penser. Souhaitons-lui. Oui, enfin, on ne peut pas dire qu'elle se distingue beaucoup là-dessus. Ça va un peu mieux quand même, mais il y a eu un moment où ils avaient laissé le monopole à la gauche et puis il n'y avait pas, effectivement, il n'y avait pas grand monde. La République, c'est lui, c'est chez Fayard, c'est un pamphlet, c'est votre propre mot d'Éric Nolot, qui s'attaque directement à Jean-Luc Mélenchon et ce qu'il symbolise. Il n'est pas le seul, mais enfin, il cristallise beaucoup de choses qui vous déplaisent fortement dans l'évolution de la France. Vous pensez que c'est un ennemi de la France, vous l'avez dit, mais vous ne faites pas que ça. Bien que vous estimiez que nous sommes foutus, vous contribuez quand même à essayer de faire vivre le patrimoine culturel et vous donnez en spectacle, c'est très intéressant, je suis allé vous voir, et une causerie, appelons-la comme ça, une causerie sur Aragon. Alors voilà encore un intellectuel de gauche que vous mettez quand même en avant. Paradoxe. Non, pas paradoxe, parce que moi je ne suis pas sectaire. Je fais équipe avec la sublime Judith Magre, dont nous avons fêté cette semaine les 99 ans. C'est la comédienne la plus âgée en activité et elle est encore elle est formidable. Elle est formidable. Donc on a fait Apollinaire, maintenant on fait Aragon. Et dans le spectacle, vous étiez là, je parle sous votre contrôle, je ne cache rien d'Aragon. Absolument. J'ai eu peur parce que ça a mis du temps à venir. Pendant très longtemps, on parle de l'auteur. C'est chronologique. Voilà. Mais je me suis dit, est-ce qu'il va quand même nous parler des dérives aragoniennes? Non seulement j'en parle, mais j'ai demandé à Judith Magre de lire l'Ode au Guépéou, s'il vous plaît, composé par Aragon. C'est incroyable. Pour nos amis qui ne sauraient pas, il y en a peut-être que le Guépéou est l'ancêtre du KGB, il y a un poème qui s'appelle Ode au Guépéou. Imaginons un poète français faire une ode à la Gestapo. C'est un peu ça. Alors, ça ne s'appelle pas Ode à la Guépéou, ça s'appelle Prélude au temps des cerises. Et c'est une célébration du Guépéou. Et le mot est scandé à plusieurs reprises. Vive le Guépéou contre le pape et l'époux. Enfin, c'est quand même Aragon, il a quand même d'abord écrit d'un point de vue littéraire des choses supérieures, puis là, il s'est complètement fourvoyé idéologiquement. De toute façon, c'était un homme extraordinairement complexe. Un grand auteur, sinon on n'en ferait pas un spectacle, mais j'ai tenu à ce que toutes les facettes d'Aragon, même les moins glorieuses et les plus honteuses, même pour tout dire, fassent partie du spectacle. Je crois que c'est un spectacle qui rend un hommage honnête à Aragon en faisant alterner ce qu'il y avait de grand. Ça a été un grand poète de la Résistance. Il l'a fait. C'est indiscutable, mais Sartre n'a rien fait. Pas grand-chose, mais ça a été, pour finir sur Aragon, un stalinien dans les grandes largeurs de l'adjectif, oui. Oui, cette causerie que vous donnez au Petit Théâtre de Poche, c'est lundi, je crois, à 19h. Lundi à 19h, absolument. Ainsi constitué, vous expliquez les grands éléments, la grande progression de la vie d'Aragon, avec ses faces très noires, et vous illustrez les propos par des poèmes que lit Judith Magre. C'est comme ça que ça marche, c'est un duo, et c'est absolument charmant. J'avoue qu'on est très embêtés, parce qu'on a envie de se dire... Quel auteur? Mais quand même, on se dit, oh là là, quel personnage accablant sur le fond. Est-ce que, pardon du parallèle peut-être absurde, mais c'est Céline un peu. C'est-à-dire que c'est le Céline de gauche. C'est vrai. Dissertation de troisième, doit-on classer un auteur par ses qualités ou par ses engagements? Est-ce que c'est excusable d'agir si mal sous prétexte qu'on est un grand artiste? Mais il y a une grande différence entre les deux. Allez-y. C'est vrai que le parallèle est pertinent jusqu'à un certain point. Enfin, Aragon a bénéficié d'une indulgence dont n'a jamais bénéficié Céline. Bien c'est sûr. ça le truc.
C'est ça le problème. Parce que sinon, en effet, moi je trouve que le parallèle est tout à fait pertinent. Ils ont tous les deux écrit des choses impardonnables. L'Odo GPU, c'est impardonnable. Les pamphlets de Céline, c'est impardonnable. Et puis même le comportement de Céline, c'est impardonnable. Après, qu'est-ce que vous voulez ? Je lis Voyage au bout de la nuit, ou Mort à crédit, ou la trilogie qui conclut son œuvre, Rigaudon, etc. C'est éblouissant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? C'est vrai. Et vous avez l'Ode au GPU, Prélude au temps des cerises, donc l'Ode au GPU en tête. Vous lisez Les Voyageurs de l'Impériale, vous lisez La Rose et le Réséda, c'est éblouissant, voilà, et c'est la complexité humaine. Alors moi, je ne veux pas en avoir une lecture sectaire, c'est-à-dire je ne vais pas faire un truc à charge pendant 1 heure contre un Aragon, personne ne viendrait le voir d'abord, puis je ne vais pas faire non plus un panégyrique d'Aragon, parce que je connais ces pages sombres qui me choquent. C'est le Prélude au temps des cerises. M'a choqué, mais pas seulement. Il a soutenu les procès de Moscou, les grandes purges. Enfin, il s'est compromis de la manière la plus indiscutable. Mais j'essaie de faire un spectacle honnête. Et je ferais la même chose pour Céline si je faisais un spectacle sur Céline. Conditionnel ou futur ? C'est plus compliqué parce que Aragon et Apollinaire, c'est de la poésie. Donc pour la lecture, ça s'y prête mieux. Si vous voulez, alors à moins que vous appelez Lucchini, vous récitez 50 pages d'un bloc de Voyage au bout de la nuit. Moi, j'en suis pas capable. Mais enfin, Céline, peut-être ça se prête à d'autres choses. Mais moi, je suis très ouvert. Hein. Si vous avez des suggestions, ou nos auditeurs ont des suggestions. Et voilà, Jean Ferrat, j'ai choisi ce titre qu'on n'entend pas d'ailleurs dans votre spectacle. Non, on en entend d'autres parce que Aragon a eu aussi cette chance, il faut dire que c'est basé sur son talent, d'être chanté par Ferré et Ferrat, c'est vraiment bouleversant. Brassens, voilà. Ah, Brassens également. Brassens, on a chanté une, et puis on m'a même signalé, il faudrait que je la retrouve, peut-être l'intégrer au spectacle parce que ça m'intrigue, une chanson par Françoise Hardy. Donc j'aimerais bien retrouver ça. Non, ça se prête très bien aux chansons, et puis on finit d'ailleurs sur la dernière période d'Aragon, qui est très troublante aussi, son homosexualité, alors qu'il était dans une forme d'amour hyperbolique avec Elsa Triolet. Nicolas Perrac faisait des allusions dans la chanson Mon père. Juliette avait encore son nez, Aragon n'était pas encore un minet. Au Café de Flore, il y avait déjà des folles. Moi, quand j'étais gamin, je ne comprenais pas trop ce que ça voulait dire. Et d'ailleurs, même les contemporains n'ont pas bien compris, les contemporains d'Aragon, parce qu'il avait fait une telle métamorphose que c'était très troublant. De voir cet homme se transformer en une forme de dandy, un peu là aussi hyperbolique. Voilà. Non, je dis c'est un homme de complexité, un homme qui ne s'aimait pas, un homme qui n'a pas aimé sa vie, un homme qui peut-être, c'est une psychanalyste qui m'a dit ça, peut-être qu'il était au fond homosexuel, mais qu'il y avait 2 formes de sublimation, c'était le Parti communiste et Elsa Triolet. Et quand les 2 ont disparu, parce que le communisme à la fin, ça le tannait, hein, il voulait plus aller faire les manifs. Ah bon ? Non. Et puis Elsa Triolet était morte. Eh bien, quand les 2 formes de sublimation ont disparu, c'est ce que m'a dit une psychanalyste, eh bien, l'homosexualité, qui était sa véritable nature, est réapparue. Mais ça en fait un objet passionnant. Le paradoxe, c'est que ces poèmes merveilleux mis en musique très bien par Ferrat, exaltent un amour fantastique, alors que semble-t-il, dans la vie quotidienne, vous le dites dans la causerie, il n'est pas si présent que ça, au fond, d'après Elsa. Non, parce qu'il faisait déjà beaucoup de choses, donc il n'était pas présent. Ensuite, Elsa Triolet, qui est un excellent auteur, hein, j'en entends parfois parler avec un peu de condescendance, c'est pas vrai, il y a des très bons livres, souffrait un peu qu'on la considère comme l'épouse d'eux, donc voilà. Et puis, elle a quand même prononcé et même écrit à Aragon une phrase terrible. Elle lui a écrit « Même ma mort, c'est à toi que cela arriverait ». Elle veut dire que tu en tirerais bénéfice, c'est ça que ça veut dire ? Non, ça veut dire qu'on dirait Aragon a perdu Elsa Triolet, et non pas Elsa Triolet est morte. Donc elle n'existait que comme seconde, en fait, comme assistante en réalité de vie et même littéraire d'Aragon. Donc non, c'est une histoire d'amour qui est quand même qui a été très très magnifiée et mythifiée par Aragon, mais dans la réalité qui était très très loin du mythe. Connaissez-vous Martha Gellhorn ? C'était une des femmes d'Hemingway, une des 5 femmes d'Hemingway, qui était une femme qui voulait écrire, qui écrivait d'ailleurs très bien. Et je pense à cela parce que vous parliez de Triolet par rapport à Aragon. C'est qu'à un moment, elle quitte Hemingway, c'est la seule qui l'ait fait. Et puis elle a dit « Je ne voulais pas que ma vie se résume à une note de bas de page dans la vie de quelqu'un d'autre ». C'est la même idée, là. C'est le risque, parce que Aragon, après la Résistance, a été une sorte d'écrivain national. Plus personne ne pouvait exister à ses côtés. Il était la France. Il avait été la France de la Résistance. Là, c'est vraiment indiscutable. Je rends un hommage, comme vous l'avez vu et entendu. Mais c'est vrai, ces femmes d'eux, surtout quand vous faites le même métier, ça peut être extrêmement tragique. Elle l'a très mal vécu, Elsa Triolet. Oui. Pardon. Ok, excuse-moi, tu m'as un peu surpris. On enchaîne, oui, donc vous disiez, pardon, on en reprend exactement là. Oui, donc Triolet, c'est reparti. Donc, oui, Elsa Triolet, le deuxième amour, parce qu'il y a eu Nancy Cunard, cette héritière, avec qui il a vécu une passion échevelée avant. Moi, je crois que ça a été son seul amour, franchement. C'est vrai.
Je crois que Nancy Cunard a été son seul amour. Elle finit folle d'ailleurs, non ? Elle a Elle a une fin fini difficile. très très perturbée psychologiquement. C'était c'était une millionnaire. Hein. C'était la compagnie maritime britannique C'est ça. Cunard. Et elle a fini de manière très triste dans la salle commune de l'hôpital Cochin. Père-Lachaise, non-renouvellement de la concession et ses cendres jetées dans une sorte de fosse commune. Écoutez, c'est vraiment, on dirait une chanson réaliste, vous savez, de Bert Silva. de Bert Silva, oui. Non, mais vraiment, il y a de ça. C'est vraiment terrifiant à voir qu'une vie, parce qu'elle a une vie extraordinaire, Nancy Cunard. C'était une activiste, une poétesse, une éditrice, voilà. Je me permets de vous provoquer un peu à mon tour. Oui. Est-ce Vous n'en êtes pas privé Ah bon, vous aujourd'hui. trouvez Oui. Est-ce que c'est bien de rendre hommage à quelqu'un sous le prétexte, certes important, qui est un auteur de grand niveau, mais qui a dit des choses tellement énormes et qui a contribué à soutenir, même de loin, un régime criminel. Par exemple, on a fusillé Brasillac. Oui, mais est-ce que ça nous empêche de le lire? Brasillac ? Un peu quand même, non ? Non. Vous le lisez ? Oui, bien sûr. Mais Brasillac, ça a été pour toute une génération l'écrivain avec un L majuscule et un E majuscule. C'était quelqu'un qui représentait quelque chose d'énorme. D'ailleurs, j'ai une passion secrète pour un auteur, je ne sais pas pourquoi, voilà, dans la postérité. Allez-y. Il s'appelle Paul Gaden, qui était ami avec Brasillac. Et d'ailleurs, dans le plus beau livre de Paul Gaden, apparaît Brasillac dans la plage de Cheveningue, sous un nom d'emprunt, d'ailleurs, je crois que c'est Hersan. 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 C'est amusant. Bah, bien avant, parce que c'est juste après-guerre. Hein. Et moi, ça ne m'empêche pas de le lire, mais ça ne m'empêche pas de lire Céline, ça ne m'empêche pas de lire Drieux-La Rochelle, ça ne m'empêche pas de lire d'autres personnes. Simplement, je n'oublie pas. Je comprends. Je n'oublie pas. Mais si vous lisez quand même Voyage au bout de la nuit, comment ne pas être pris par ce texte? Moi, je comprends après les réactions morales de quelqu'un qui dit « moi, je ne peux pas lire Céline ». Les pamphlets antisémites sont répugnants. Il n'y a pas d'autre mot. Non, mais c'est ignoble, c'est inqualifiable, c'est inexcusable. Ce que nous deux nous appelons l'ode au GPU est inexcusable. L'ode à Staline d'Éluard est inexcusable. Enfin, je peux vous dire que les écrivains ont quand même commis des tas de choses. Voilà. Seulement, pour en finir sur le cas de Brasillac, il a été fusillé et pas d'autres. Parce qu'il a été fusillé tôt. Rebattet ne l'a pas été. Non, il a été fusillé très tôt, tandis que les autres, les passions se sont un tout petit peu apaisées, sont passées à travers. Enfin, combien de gens s'étaient comportés de manière encore pire Bien sûr. que Brasillac en dénonçant des juifs, en s'enrichissant au détriment d'un tel ou d'un tel? Eux, ils sont passés à travers. Donc, côté bouc émissaire des écrivains me gêne un peu. Après, je n'ai aucune excuse pour ce qu'a écrit Brasillac, qui était absolument ignoble pendant la guerre. Et qui lui trahit directement son pays, en quelque sorte, ce qui n'est pas tout à fait le cas d'Aragon quand même. Peut-on écouter, chers amis, Judith Magre, votre coéquipière, votre partenaire sur scène, vous le disiez, Mon on a idole. le droit de le dire, votre idole. Mon idole. Vous approchez votre idole. Ah, Ça, bah oui, c'était le but de votre spectacle. je ne vis que pour ça. 99 ans et qui est sur scène avec vous pour dire des poèmes d'Aragon. On l'écoute il y a un an environ, qui fait des petites confidences absolument charmantes. J'avais pas du tout l'intention. Je croyais que pour être comédienne, fallait être belle. J'ai toujours été moche. Fallait être intéressante. Non, je suis moche. Alors c'est pas la peine de protester, je vous croirais pas. On vient de vous voir là. Oui, enfin bref. Et puis il faut être, il faut avoir beaucoup de mémoire. Or, moi j'étais une très bonne élève, j'étais toujours première, mais je bluffais beaucoup les professeurs en leur racontant des petites histoires autour, par exemple, d'un fait d'histoire. Je parlais de la couleur de cheveux de Marie-Antoinette avant de parler des événements qui avaient marqué sa vie. Oui, je savais bien qu'elle avait été d'accord. Judith Magre, donc, qui est sur scène au Petit Théâtre de Poche tous les lundis. Quel bonheur. Elle faisait d'autres choses avant, toujours ce lundi, et maintenant, actuellement, elle fait donc cet hommage à, je ne sais pas comment l'appeler, à Aragon. Comment l'appelez-vous au fond, ce spectacle? On appelle ça les lundis de Judith. D'accord, et là, c'est Aragon. Là, c'est Aragon. Mais alors, la différence, c'est que contrairement à Apollinaire, bien sûr, elle a bien connu Aragon. Oui, vous le dites, ça, Eh c'était oui, merveilleux à la fin. Aragon était amoureux de Judith Magre. Comment C'est votre filiation avec Aragon, finalement. Voilà, c'est ce qui elle vous va rapproche. comprendre. Oui, elle raconte que, en fait, c'est assez curieux parce que la première fois qu'elle rencontre Aragon, il se trouve que par hasard, elle a autour des poignets des bracelets tels qu'on les voit sur une photo très célèbre de Nancy Cunard. Donc ça a dû déclencher quelque chose chez Aragon, qui lui dit « mais je vous emmène jouer la pièce que je viens de décrire ». Enfin, c'est Yanis Ritsos, mais sous inspiration d'Aragon. Ils sont allés en Russie, en Union soviétique, ils ont joué là-bas, et elle m'explique que, et je le répète avec son autorisation, que Aragon passait des nuits à ses genoux à lui réciter des poèmes. Donc vous voyez, dans la vie, il n'y a pas que les yeux d'Elsa, il y a les genoux de Judith. Exactement. Voilà. Vous êtes un amoureux de la littérature depuis longtemps. On se souvient du Jour de Nolo, une sorte de la gare des Michards un peu ironique. L'exercice de critique, vous le menez facilement.
il faut savoir aussi admirer, et vous le faites, c'est un peu un exercice d'admiration, cet hommage à Aragon-là. Ah, bien sûr, moi je dis ce que j'admire, je dis... vous savez, j'ai passé ma vie en admiration. Hein, il y a quelques années, on a rassemblé un choix de mes chroniques qui s'appelait Pourquoi tant de haine avec mes initiales, et il y avait 95% d'admiration. Quel est votre auteur préféré, s'il y en a un? Écoutez, la réponse est difficile parce que je peux vous dire quel est pour moi le plus grand livre jamais écrit. Ça, je peux vous le dire. Volontiers. C'est Les Récits de la Colima de Chalamov. Donc c'est, à mon avis, c'est très supérieur à c'est sur le goulag en quelque sorte. Sur le goulag, c'est très supérieur à Solzhenitsyn. Ça vaut par le contenu ou par le talent? Par le contenu et le talent. C'est-à-dire que cet homme n'aurait pas dû pouvoir écrire un livre après ce qu'il a subi au goulag, même il ne pouvait pas reprendre une vie normale. Et non seulement il a pu écrire, mais il en a tiré ce qui est pour moi le plus beau livre du monde. C'est extraordinaire. Les Récits de la Colima, c'est extraordinaire. Après, si vous me dites qui vous admirez, évidemment, ça va aller au-delà de Chalamov, mais je choisis ce livre. Évidemment, je vais vous faire des réponses, d'ailleurs, pas très originales. Proust, Céline, mais aussi, j'aime beaucoup certains écrivains qui sont moins connus. J'ai cité Paul Gaden, on ne peut pas dire qu'il défraie beaucoup la chronique, mais voilà, lisez Paul Gaden, lisez Pierre Jourde, là, le dernier, La marchande d'oubli, qui est paru récemment chez Gallimard. Et puis j'ai une idole, j'ai une photo de lui à côté de celle de Chalamov, c'est Huysmans. Bien sûr. Dont Agnès Michaud vient de faire... Rebours, c'est formidable, mais tout, hein. La période catholique, j'adore, la période décadente à Rebours, la période naturaliste avant, et Agnès Michaud vient de faire une formidable biographie de Huysmans que j'ai dévorée et chroniquée pour le JDD. J'aimerais, Éric Nolot, on va vous libérer, j'aimerais comprendre comment vous faites cohabiter ce goût de la littérature et d'un certain repli sur soi intellectuel, où on est au coin du feu, comme vous le disiez, on lit les livres qu'on aime, on écrit aussi, c'est la solitude. Et puis cette espèce de combat virulent, politique que vous menez avec cet essai, La République c'est lui, il faut choisir. Donc vous êtes dans l'arène et vous combattez les idées qui vous déplaisent, ou vous êtes chez vous en train de lire des livres? Vous savez, Camus a dit tout ce que j'ai appris de la vie, je l'ai appris sur un terrain de football. Eh bien moi, je peux dire la même chose, je vous ai donné déjà une métaphore footballistique tout à l'heure, mais je jouais le dimanche matin, et comme j'habitais à Paris et que mon club était en banlieue, j'arrivais avant les autres, une question de train. Donc la scène qui se répétait tous les dimanches, c'est que j'étais assis contre le portail, le stade n'était pas encore ouvert, et je lisais en attendant qu'arrivent mes coéquipiers. Et quand arrivaient mes coéquipiers, j'arrêtais de lire, je me changeais, je jouais au football, une forme de combat. J'ai toujours été dans cette dichotomie, le calme et la tempête. C'est bien dit, mais je ne vous en voudrais pas être un supporter de la Saint-Etienne, bien que ce soit quand même un gros problème. Mais j'ai bien compris que c'était notre point de divergence et que là, vous ne vous feriez pas l'avocat du diable vert. Non, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, ce sera hors antenne sur ce sujet très intime. Merci beaucoup, Éric Nolot, je sais que vous êtes très pris, donc merci d'avoir pris le temps, c'était un très bon moment avec vous. Et maintenant, on va rejoindre, si ça fonctionne bien, un jeune homme qui se dépasse, je ne vote pas de l'écouter, mais sur le principe, oui... Un jeune homme donc, qui se dépasse, Arthur, il est là, oui, Arthur Paviot qu'on va retrouver à la Guadeloupe. Il a fait la mini transat sur des petits bateaux de 6,15 mètres à l'ancienne, sans assistance. Il a 25-26 ans. Il faut y aller. Hein. Total respect. Oui, c'est encore plus dur que le combat politique. Oh il risque sa vie non-stop. Oh non, mais là, ça n'a aucune comparaison. Il est en ligne, est-ce qu'il nous entend, le jeune Arthur? Oui, je vous entends fort et clair. Merci Éric Nolot, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous avez pris la barbe, on s'était vu il y a quelques semaines au moment du départ, et forcément ça a poussé. Oui, effectivement, ça a un peu poussé. J'ai pas pris le temps de me refaire une beauté, donc je referai ça à mon retour en métropole. Non, mais c'est très bien, c'est un petit côté mousquetaire. Alors finalement, voilà, le classement, Arthur, combienième? 18e. 18e sur 32 ou 33, il me semble. Durée de la traversée? 18 jours. Au total, ou vous parlez de la deuxième partie, là? La deuxième partie, et au total, on est sur 28 jours depuis les Sables d'Olonne en cumulé. Sachant, pour situer, que les grands marins du type route du Rhum, c'est une semaine pratiquement dans la traversée. Oui, les bateaux les plus récents, les bateaux les plus performants, c'est c'est ça, c'est de 14, c'est entre 1 à 2 semaines avec les foils. Ils peuvent faire des vitesses qui sont assez impressionnantes, donc ils couvrent des distances en beaucoup moins de temps. Ouais. Vous, en 24 heures, quel est votre maximum de distance? Vous l'avez calculé, vous le savez? Oui, effectivement, mon maximum de distance, c'est 250 000 marins, donc ce qui équivaut à peu près à 480 km en 24 heures. Ah, c'est magnifique, ça, dites donc. Impressionnant, j'imagine. Ce qui équivaut impressionnant, un peu invivable dans le bateau. Donc, effectivement, ça, je l'ai fait une fois sur courte distance.
Et heureusement, c'était pas tous les jours comme ça, donc ça va, ouais. Arthur, votre objectif était double, j'imagine, à la fois c'est une course, il y a un classement, et c'était déjà aussi de vous dépasser, de savoir si vous pouviez le faire. Directement, c'était un défi que je m'étais lancé il y a environ 2-3 ans pour m'accomplir en tant que jeune, pour finaliser un peu ce chapitre de ma vie par non pas un exploit, mais quelque chose qui me dépasse et où justement je me dépasse. Où j'allais dans l'inconnu, l'aventure, la vraie, où justement, dans notre époque, il est de plus en plus dur de trouver des quartiers de vie d'aventure. Donc voilà, l'objectif est atteint et voilà, le retour en métropole va signer un peu la fin du chapitre de la jeunesse. Ah mais non, vous avez largement le temps. Est-ce que, pardon pour ces questions un peu néophytes qu'on pose toujours à des marins, mais encore plus à des marins qui ont un si petit bateau, 6,15 m je crois, qui n'ont pas d'assistance, pas de routeur, est-ce que la peur est là ou bien non finalement? Jamais. La peur peut être assez peut se cacher dans différentes formes. On a une peur qui est constamment présente sur ce type de bateau, sur ce type de course, ce type de sport. C'est la peur de la casse, de constamment casser. On a des bateaux qui sont assez fragiles, où le moindre effort qui est pas sain peut casser des parties du bateau. J'en ai fait les frais. Donc, Qu'est-ce que vous avez cassé? en fait, sur la première étape, j'avais cassé mon safran qui m'avait immobilisé pendant 24 heures pour réparer justement ce safran. Vous réparez vous-même? C'est ça. En fait, le bateau est entièrement en carbone, donc j'avais dû refaire l'emplâtrure du safran en carbone, donc ça m'avait pris un peu de temps et d'énergie. Mais j'avais pu repartir, ce qui était un peu un exploit pour moi, venant pas du monde de la mer. Bien sûr. Donc voilà. Et oui, donc au niveau de la peur, c'est constant. On a constamment la peur qui cheville On arrive à dormir corps, quand même? mais après, On arrive à dormir, s'est Arthur? accommodé. Les 40 premières heures, on a un peu de mal à dormir et après la fatigue, quand on est trop fatigué, forcément on dort. On dort et justement, sur ce genre de transat, le plus dur, c'est d'arriver à trouver un rythme, un équilibre, une sorte de routine pour justement que le temps passe un peu plus vite. Parce que si on n'a pas d'équilibre, c'est là où on est sujet justement à nos émotions et on subit un peu la chose, quoi. Bien sûr. On dort mal, on mange mal également. Je crois que vous avez perdu du poids alors que vous étiez pourtant déjà relativement mince, c'est le moins qu'on puisse dire. Effectivement, j'étais pas non plus le plus gaillard de la flotte au départ, mais effectivement, j'ai perdu 9 kilos sur la traversée. Vous n'avez rien mangé, au fond. Ma maman m'a pas reconnu Non, c'est vrai. à l'arrivée, mais le fait est qu'en fait, comme on a des rythmes qui sont assez évolutifs, on n'a pas de vrai rythme. Au niveau alimentaire, c'est pareil. Donc, j'ai pas réussi à trouver un rythme alimentaire sain et effectivement, je me suis sous-alimenté sur toute la traversée, ce qui n'a pas aidé. Effectivement. J'imagine. Est-ce que maintenant vous avez dans l'espoir ou dans l'idée de repartir un jour sur ce genre d'opération ou non, c'est vraiment derrière vous, c'est fini, vous l'avez fait, c'est terminé? Je pense pas que je vais repartir sur ce mode-là de défi sportif. C'est un défi solitaire et effectivement, moi, je pense que c'est plus intéressant de le faire à plusieurs. D'accord. D'ailleurs, vous n'étiez pas seul en quelque sorte, si j'ose dire, hein, moralement sur le bateau. Votre bateau s'appelle Grand Océan, mais vous teniez aussi à ce que ce bateau et cette course, cette épreuve, ce dépassement de soi-même, se fasse sous l'égide des chrétiens d'Orient. Peut-on savoir pourquoi?
effectivement, le bateau était floqué au nom de l'association, car moi je suis parti il y a 3 ans en Égypte, au Caire, en tant que volontaire pour l'association. C'est une association qui vient en aide aux chrétiens d'Orient dans des zones assez sinistrées, donc Égypte, Syrie, Arménie, Jordanie, Liban et d'autres. Justement, ils se font le porte-voix de cette communauté qui est mise à l'écart dans certains pays et d'autres persécutée. Et justement, elle envoie aussi des volontaires jeunes, donc elle met en avant l'engagement de la jeunesse en avant. Donc en fait, c'était un peu évident sur ces deux plans-là, quoi, sur l'engagement de la jeunesse et en plus la défense des chrétiens d'Orient. Que devient le bateau, Arthur? Il est reparti sur un gros cargo déjà, il traverse l'Atlantique cette fois en étant porté? Effectivement, là, j'ai désarmé le bateau la semaine dernière, donc enlevé tout ce qu'il y avait sur le bateau, donc le mât, la baume, les safrans, pas la quille, elle est encore dessus. Et vous l'aimez? Ça vous a fait un petit peu de peine de le quitter, ce bateau? Vu toutes les misères qu'il m'a fait vivre, je vous avoue que c'est un peu un soulagement. Excusez-moi, j'ai peut-être mal compris. Est-ce que vous avez dû plonger une fois sous la quille pour voir ce qui se passait? Vous êtes allé jusque-là ou pas? Non, alors oui, j'ai fait ça, mais pas sur la Transat. Pas sur la Transat, sur une course de qualification il y a à peu près 1 an. J'avais dû plonger une fois, mais là sur la Transat, non. La seule chose où j'avais dû plonger, c'est pour sortir le safran de l'eau qui était coincé. Oui, c'est ça. Où là, j'avais dû plonger. J'avais dû sauter. Je m'étais mis à l'eau 2 fois sur la seconde étape parce que ma réparation commençait un peu à s'effriter. Donc j'avais réparé encore une fois le safran sur la seconde étape en prévention d'une seconde casse. Arthur Paviot, qui vient de finir la Mini Transat, faites-nous rêver. Est-ce que parfois le matin à l'aube, le soleil qui se lève sur l'océan, c'est un spectacle merveilleux qui fait oublier toutes les difficultés? Effectivement, il y a des vrais moments de grâce dans ce projet-là et dans la traversée, notamment effectivement les levées de soleil et les couchers de soleil, où là, toutes les étoiles s'alignent, la chaleur s'estompe, le ciel est clair avec des belles étoiles, on est moins fatigué, on mange quelque chose qui nous réconforte. Et effectivement, là, l'homme est assez fort pour oublier assez vite les souffrances. Dites-moi, Arthur, une dernière question un peu métaphysique. Vous êtes, j'imagine, croyant, sinon vous n'auriez pas eu ce soutien des chrétiens d'Orient. Est-ce que cette confrontation directe avec la nature vous aiguille dans une quête spirituelle? Est-ce que vous voyez une trace divine dans l'univers? Vous la sentez quand vous êtes seul face au monde? Alors cette question-là, c'est pas la première fois qu'on me la pose et effectivement, à ce titre, c'est une traversée que j'ai faite aussi pour trouver cet élément-là. Et effectivement, quand on est seul dans ces moments-là, on a plus de facilité à se connecter avec le Seigneur. Et c'est vrai que j'ai vécu des moments de grâce assez intenses et assez forts que j'avais jamais vécu auparavant. Alors, est-ce que c'est dû à l'environnement ou est-ce que c'est vraiment le fait que je sois seul et que j'ai pu puiser en moi une foi intérieure, je sais pas. Mais le fait est que j'ai vécu des vrais moments de grâce très très intenses. En tout cas, vous avez toute notre admiration et notre sympathie. Bravo, Arthur Paviot, qui a terminé la Mini Transat et qui revient ces jours-ci
en métropole, retrouver sa famille qui doit être impatiente de voir le fils prodigue de retour après avoir dompté l'Atlantique à bord de grand océan. Merci beaucoup et encore bravo. Merci Arthur Pavio. On va écouter une musique, tiens, une musique qui a un lien direct avec ce que vous avez fait. C'est Christophe Colomb. C'est en 1492 que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, vous le saviez sûrement. Donc la musique du film avec Gérard Depardieu, c'est une musique signée Vangelis et ça évoque la traversée de l'Atlantique bien avant. Vangelis, compositeur étonnant, c'est un film de Ridley Scott, 1492, la traversée vers l'Amérique pour la première fois avec Christophe Colomb, Gérard Depardieu interprétant Colomb, c'est un beau film, à revoir comme la plupart des films de Ridley Scott d'ailleurs. Pourquoi cela ? Parce qu'on a rendu hommage au jeune Arthur Pavio qui a traversé l'Atlantique, lui dans la Mini Transat, il est arrivé, il est 18e et il repart tranquillement vers la métropole dans quelques temps, on l'a vu, on lui a dit au revoir. Aujourd'hui nous avons reçu Éric Nolot dans les neiges du Kilimandjaro. Éric Nolot pour 2 raisons. Il est l'auteur d'un pamphlet d'une grande fermeté, c'est le moins qu'on puisse dire, qui s'appelle « La République, c'est lui ». Et c'est évidemment une charge très violente et assez argumentée, avouons-le, contre Jean-Luc Mélenchon. C'est chez Fayard. Et par ailleurs, le même Éric Nolot, qui est à la fois dans le monde et hors du monde, et sur scène, il dit avec des poèmes d'Aragon, avec Judith Magre, c'est tous les lundis à 19h au Théâtre de Poche pour les Montparnasse, pour les Parisiens. Voilà, merci à tous. C'est fini pour aujourd'hui et la musique de François de Roubaix, Les Aventuriers, qui nous dit bye bye, à dans 15 jours.